Bonjour à tous, ravie de pouvoir faire cette conférence avec vous tous, qui est une idée effectivement initiée par Enzo, qui est une très belle idée. Et du coup, compte tenu de l'épidémie qu'on a traversée, on trouvait intéressant de commencer on n'a pas encore beaucoup de recul, mais en tout cas commencer à évoquer nos ressentis et la manière dont on a vécu certains épisodes. Et aujourd'hui, particulièrement l'allocution du 13 avril et ses conséquences et les réactions que ça a générées par rapport aux personnes âgées particulièrement. Donc, avant de commencer, donc je vais me présenter. Je m'appelle Raja, donc je travaille pour Yelp depuis le démarrage en fait, donc il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Comme l'a dit Enzo, je suis effectivement docteur en géronto spécialisée en politique sociale, passionnée par les personnes âgées et initialement en fait j'ai pu faire ma thèse et être accompagnée, donc travailler auprès de Paulette Guinchard-Kunstler, la première secrétaire d'État auprès des personnes âgées. Donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir et de pouvoir échanger et partager avec vous. Donc, comme vous l'a dit Enzo, effectivement, on peut interagir. Donc, moi, je ne verrai pas vos questions, mais Enzo m'arrêtera pour que j'y réponde ou en tout cas qu'on partage. Et vous pouvez également partager des réactions ou des remarques ou la manière dont vous avez vécu les choses suite à ces annonces. Donc, comme l'a dit Enzo, le sujet, donc, c'est le confinement des seniors et le respect des libertés individuelles, en tout cas leur importance. Et donc, par ailleurs, le respect de la Charte des droits et des libertés des personnes âgées. Donc, leur laisser prendre les risques qu'ils souhaitent au même titre que l'ensemble des concitoyens sur le territoire. Donc, la manière dont ça va s'articuler, ce que je vous propose, c'est effectivement 6 parties. La première, c'est revenir sur l'allocution, histoire qu'on se mette tous d'accord sur le point d'ancrage et de quoi on parle et pourquoi on en parle. Ensuite, on va revenir sur les responsabilités individuelles qui ont été finalement respectées. Puis après, on verra de qui on parle. Parce que finalement, les choses ont été dites de manière assez hâtive et il n'était peut-être pas question de 18 millions de personnes. Mais on va revenir plus en détail et on va voir la situation que vivaient ces personnes-là avant le confinement, pendant le confinement et donc les conséquences que cela induit. Et puis en conclusion, finalement, on a tous été confinés, plus ou moins isolés pour ceux qui ne sont pas fans du numérique en tout cas. Donc, et voir quels enseignements on en a tirés. Donc, pour commencer, en introduction plus ou moins rigolote pour dédramatiser un peu le sujet, avant le corona, pour nous, c'était ou une bière ou un tube d'Eurodance. Et depuis quelques mois, c'est devenu un virus responsable d'une pandémie. Mais on peut en tirer des leçons extrêmement positives. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on peut commencer à en tirer des leçons et en faire quelque chose de positif, puisque un psychanalyste le disait très justement, et je vais le citer, il y a eu beaucoup de catastrophes par le passé, c'est pas la première, il y a eu des guerres, des catastrophes naturelles, et après chacune, la vie est toujours plus forte que tout et elle reprend. Elle reprend, mais elle reprend pas comme avant, évidemment, et on voit en fait une hiérarchie des valeurs sociales qui se transforme, qui se métamorphose. Et on le voit déjà aujourd'hui suite à la pandémie. Donc, à nous de mettre notre pierre à l'édifice et d'en faire quelque chose de positif. Et je pense qu'avec ce qu'on va voir aujourd'hui, l'idée est aussi d'en tirer les leçons et d'appréhender les choses un peu plus sereinement et différemment, en tout cas au profit des personnes âgées. L'allocution de notre président de la République, je me suis permise d'indiquer qu'il s'agissait d'une incompréhension qui avait mené en fait à une stigmatisation. On va comprendre pourquoi. Donc, tout le monde le sait, au plus fort de l'épidémie, et particulièrement du confinement, l'enjeu premier pour tous, et tout âge confondu bien entendu, c'était de faire respecter les gestes barrières, de faire respecter les mesures d'hygiène pour éviter justement la propagation du virus. Ça, c'était entendu par tous. Néanmoins, le 13 avril, au moment où on commence à évoquer un possible déconfinement, là, notre président de la République dit mot pour mot que nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées ou en situation de handicap sévère, et c'est l'atteinte de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinés, tout au moins un premier temps, ce qui a suscité pas mal de réactions, et pas toujours très positives en l'occurrence. Donc, ça nous a tous interrogés. Je pense que vous aussi, de par de vos métiers et le fait que vous assuriez notamment les sorties d'hospitalisation, donc on s'est tous interrogés sur ce que cette phrase voulait dire et comment on allait nous-mêmes la gérer quand on est une structure d'aide à domicile ou quand on est assistante sociale dans un hôpital ou autre, ou en tout cas quand on est en lien avec les personnes âgées.
Et le 16 avril, on a des premières précisions. Et là, c'est le président du conseil scientifique, donc Delfraissy, qui indique que les personnes qui seront concernées seront les personnes à risque, les personnes d'un certain âge, au-dessus de 65 ans ou de 70 ans, et des personnes présentant des affections de longue durée. Ce qui fait quand même une population assez conséquente. Et je tiens quand même à souligner que M. Delfraissy a lui-même 72 ans. Donc, ça peut sembler anecdotique, mais il est quand même concerné par ces critères. Donc, en gros, ces critères-là nous emmènent à un décompte de 18 millions de personnes au total. Et parmi ces 18 millions de personnes, on a plus de 13 millions de personnes, donc pas loin de 14 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. Une des premières réactions, il y a eu des réactions bien plus virulentes, mais j'ai préféré partager une réaction pleine d'humour et que j'ai trouvé très attendrissante et assez rigolote. C'est celle de l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Et lui, ce qu'il dit, donc il fait un tweet, et ce qu'il nous raconte, c'est que il fait une espèce d'annonce en mettant urgent, cherche stage ou produit de rajeunissement. Objectif, gagner 5 ans pour passer sous la barre du déconfinement le 12 mai. Discrétion requise, paiement par virement. Donc, il y en a eu plusieurs, mais celle-ci, je la trouvais vraiment rigolote. Mais il y a eu plusieurs réactions parce qu'effectivement, c'était de l'incompréhension qui a induit aussi une stigmatisation très, très forte. C'est-à-dire qu'à 65 ans, finalement, on nous considère comme étant disqualifiés d'office sans s'intéresser même à notre état de santé. Donc là, le 17 avril, compte tenu de toutes les réactions qu'il y a eu, puisqu'il n'y a pas eu que cette réaction que je viens de vous lire, qui est plutôt gentille, il y a eu plein d'autres réactions, notamment d'associations, Emmanuel Macron revient rapidement en fait sur ses propos. Et il fait savoir que finalement, il ne souhaite pas qu'il y ait de discrimination des personnes âgées ou fragiles dans le déconfinement qui commencera le 11 mai. Suite à cela, Édouard Philippe revient sur les modalités de la fin de confinement et nous précise mot pour mot nous demanderons à nos aînés de continuer à se protéger. Donc, il faut bien qu'ils respectent les règles similaires à la période de confinement. On peut l'interpréter comme on veut, en limitant leurs contacts et leurs sorties. Il aurait demandé de la patience et il aurait dit aussi qu'en se protégeant eux-mêmes, ils protègent le système hospitalier. Donc, et il est précisé que finalement, il n'y aura pas de contrôle, pas d'attestation de sortie pour les plus âgés d'entre nous. Ce qui nous rassure plus ou moins. Mais on va revenir sur le pourquoi, effectivement, cette annonce nous a tous plus ou moins perturbés et tous plus ou moins fait réagir sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, par exemple. Donc, du coup, là, suite à cette allocution, enfin, en tout cas celle d'Édouard Philippe et de Macron qui revient sur ses propos, on comprend que finalement, c'est bien la responsabilité individuelle qui va dicter nos comportements. Donc aussi celle de nos aînés. Néanmoins, le fait qu'on ait eu besoin de revenir là-dessus, qu'on ait eu besoin en fait de repréciser les choses et qu'il y ait eu besoin que certaines associations montent au créneau, ça prouve bien que malgré tout, on est quand même dans une société qui peut être agiste. Et donc, finalement, donc, la décision de ne pas confiner les personnes âgées va leur donner le même pouvoir, la même liberté qu'à tous les autres citoyens. Mais il faut revenir quand même sur une chose, parce que on ne peut pas dire que leur décision, elle était incohérente, même si elle nous a plus ou moins bousculés. Elle n'était pas si incohérente que ça, seulement elle ne prenait pas l'intégralité de l'environnement qui aurait dû être pris en compte. C'est-à-dire que pour prendre cette décision, finalement, ils ne se sont basés que sur des données épidémiologiques. Et les données épidémiologiques, elles sont très claires. C'est que dans la grande proportion en fait, des décès, la majorité des personnes présentaient des facteurs de comorbidité. 90% des décès concernaient des personnes âgées de plus de 65 ans et plus de 50% des personnes admises en réanimation ont plus de 65 ans. Donc ça, c'est l'état des lieux, en tout cas l'état de fait, à partir duquel, effectivement, il y a eu cette allocution qui préconisait, entre guillemets, parce qu'au départ, on ne savait pas si c'était une préconisation ou non, qui nous disait en tout cas que les personnes âgées de plus de 65 ans étaient susceptibles de rester chez elles et de ne pas être déconfinées comme l'ensemble du reste de la population. Mais maintenant, on va regarder de qui on parle et pourquoi, en fait, tout à l'heure, je vous parlais d'agisme et pourquoi j'évoque le terme de stigmatisation. Donc, en réalité, et je m'intéresse exclusivement aux personnes âgées de plus de 65 ans, tel que ça a été dit par le président de la République. Donc, les personnes âgées de plus de 65 ans, avec l'espérance de vie, c'est quand même 4 décennies aujourd'hui. Parmi ces personnes-là, on a en 2017
pas loin de 380 000 personnes qui sont actives et qui sont actives dans le monde du travail, c'est-à-dire qu'elles occupent un poste. Et parmi celles-ci, donc l'entièreté, c'est les 13 millions, pas loin des 14 millions dont je vous parlais tout à l'heure, finalement, on n'en a que 12 à 15% qui sont en situation de fragilité et on n'en a finalement que 1,4 million qui sont en situation de dépendance. Donc, dans ces 14 millions, finalement, on en a quand même pas mal qui sont très bien portantes et qui se sont offusquées de ce qui a pu être dit le 13 avril. Mais quand bien même, si on s'intéresse uniquement aux personnes fragiles ou aux personnes en fait qui sont dépendantes ou en perte d'autonomie, pour autant, on peut s'interroger sur une telle décision qui peut sembler arbitraire et une telle décision qui vient justement bousculer un peu les libertés individuelles. Donc, on va revenir sur le pré-confinement. Donc, avant que l'épidémie n'arrive, on était déjà dans une situation d'isolement auprès des personnes âgées. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, donc là c'est pour faire le parallélisme avec la barrière des 65 ans, c'est qu'en réalité, on bascule vers le grand âge, ce qu'on appelle entre guillemets les TGV, les très grands vieux, vers 80-85 ans et pas vers 65 ans. On est encore relativement jeune à 65 ans. Donc, par quoi c'est caractérisé cette bascule vers le grand âge? C'est caractérisé en termes d'isolement par une rupture significative des différents cercles de sociabilité. On va y revenir de manière très pragmatique et très factuelle en chiffres. Mais ce que j'entends par sociabilité, c'est des contacts moins fréquents avec les petits-enfants, avec la famille éloignée, avec notamment le cercle associatif ou le voisinage. Et on a aussi un sentiment de solitude très fort. Et 68% des plus de 85 ans ne vont jamais sur Internet. Je vais m'en expliquer tout à l'heure. Et on a une réduction des sorties. 10% des 85-89 ans ont moins d'une sortie par semaine, voire pas de sortie du tout. Donc ça vous dresse plus ou moins le tableau des personnes qui sont principalement concernées. Donc on est toujours pré-confinement, parce que ça s'accroît avec le confinement, mais toujours pré-confinement. De toute façon, quoi qu'il en soit, ces personnes-là ont un isolement relationnel. Donc, ce qu'on observe d'un point de vue statistique, c'est que 22% des personnes de plus de 60 ans, donc en revenant à 60 ans, sont isolées du cercle familial, 28% sont isolés du cercle amical, 21% du cercle de voisinage, 55% des réseaux associatifs. Et 32% des personnes âgées de plus de 60 ans n'ont aucune personne à qui parler de leur sujet personnel. Donc, tout ça vous donne à peu près le ton dans quelle situation ils étaient avant d'être confinés. Et puis, au-delà de ça, pour une partie de ces personnes-là, on est dans ce qu'on appelle une situation de mort sociale. C'est-à-dire qu'en France, on a 900 000 personnes, soit l'équivalent de la ville de Marseille, 900 000 personnes âgées de plus de 60 ans qui sont isolées de leur famille et de leurs proches. On a une personne sur 3 de plus de 60 ans qui ne sort pas de chez elle tous les jours. Le profil, mais ça vous le savez aussi puisque vous assurez les sorties d'hospice, leur profil généralement ce sont des femmes de 75 ans aux revenus modestes. Et on en a 300 000 d'entre elles, donc l'équivalent de la ville de Nantes, pour qui il est question en fait d'un isolement extrême, avec une rupture relationnelle avec l'ensemble des réseaux. Et ils ne rencontrent quasi jamais personne, tout réseau confondu. Et Michel Billet, qui est un sociologue relativement connu, considère que nous sommes passés d'une situation d'exclusion à une véritable mort sociale. Et encore une fois, j'insiste, je ne parle pas du confinement, je parle vraiment de leur situation pré-confinement. Ensuite, je me permets de revenir sur le numérique, puisqu'il nous a été dit aussi, on l'a largement entendu et je pense que vous aussi, qu'on pouvait combler en fait ce manque relationnel, ce manque de lien social via le numérique. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas vrai pour tous et c'est encore moins vrai pour notre population en perte d'autonomie. Donc, on observe toujours une exclusion numérique des personnes âgées, même si ça tend à s'améliorer. Pour autant, encore une fois, c'est un état de fait. Donc, ce qu'on voit et ce que vous pouvez voir à travers le graphique, c'est que plus on avance en âge, plus effectivement, ces personnes-là sont exclues du champ numérique. Donc, ce qu'on a, c'est que 31% des personnes de plus de 60 ans n'utilisent jamais Internet, ce qui est considérable. Ça augmente, plus on avance en âge, plus ça augmente. Donc, c'est 47% chez les 75-84 ans et 68% chez les 85 ans et plus, ce qui est considérable. Et ce qui explique aussi pourquoi, effectivement, le confinement, ou en tout cas l'annonce
d'un confinement plus long et qui allait au-delà du 11 mai, contrairement aux autres franges de la population, a été très mal accueillie. Et c'est la raison pour laquelle aussi tout à l'heure, je vous expliquais que même si effectivement les données épidémiologiques nous amenaient à prendre la décision de maintenir en confinement les personnes âgées, pour autant, au regard de ce que je viens de vous présenter, ça remet en question ce type de décision. Et ça remet en question ce type de décision, notamment du point de vue du raisonnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de telles décisions, finalement, en ne considérant qu'une partie de la problématique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, si on voit ce que représente la mort sociale chez nos personnes du bel âge, si on prend en compte ce que représente si on prend en compte la définition de l'exclusion numérique pour cette tranche d'âge-là, ça remet considérablement en question la décision qui avait été prise le 13 avril. Donc, petite question de Sandrine, du coup, qui demandait du coup les sources, mais je crois qu'on l'a vu apparaître sur ta dernière slide. Oui, elles sont sur la présentation. Mais pour répondre à la question de Sandrine, les sources, c'est principalement INSEE, INSERM et des études qui ont été faites. Et j'ai pris, en fait, la méthode, c'est vrai que je ne voulais pas exposer, mais la méthode de l'analyse que je suis en train de vous présenter, elle prend des chiffres tant qui étaient postérieurs, en fait, à la situation de pandémie, que des chiffres, en fait, recoupés en 2020. Mais, normalement, on pourra envoyer la bibliographie de l'analyse que je vous propose là, mais c'est vraiment là où on veut avoir de très belles statistiques et des statistiques fiables. C'est vraiment l'INSEE et l'INSERM. Là, vous risquez pas grand-chose. Les seules statistiques pour lesquelles, mais j'y reviendrai quand je vous les présenterai, mais les seules statistiques qui peuvent être erronées aujourd'hui, mais vous le savez aussi bien que nous, c'est les statistiques en fait qui recensent les personnes âgées en perte d'autonomie, puisqu'il s'agit de statistiques administratives qui ne prennent en compte en fait que le montant des allocations. Et quand on regarde que dans notre base WIEL, on se rend compte que toutes les personnes qu'on accompagne et qui peuvent être en perte d'autonomie assez considérable, donc en GIR 1-2, ne sont pas toujours bénéficiaires des allocations. Ce qui explique pourquoi en fait ces chiffres-là sont toujours à prendre avec des pincettes. Ce ne sera jamais à considérer de manière inférieure, mais toujours supérieure aux chiffres qui vous seront présentés, en tout cas. Mais j'y reviendrai. Tu as d'autres questions, Enzo ? Non, je crois que c'était tout pour les questions. On avait une remarque également de Sandrine, du coup, sur l'âge administratif de la France et les difficultés, du coup, avec les personnes en situation de handicap, mais pas de questions en particulier, je vois. Okay. Ouais, le recensement, en tout cas, de la perte d'autonomie en France est extrêmement difficile et vraiment, les chiffres sont à prendre avec des pincettes et j'imagine que vous le savez aussi puisque vous devez certainement faire des sorties d'hospitalisation pour lesquelles aucune allocation n'est mobilisable. Et pour autant, il y a quand même une perte d'autonomie. Donc, du coup, ce que je vous ai exposé juste avant, c'est vraiment l'état, c'est l'état de fait, c'est l'état de l'art de la situation des personnes âgées en France, hors pandémie, hors catastrophe naturelle, hors fait exceptionnel. Et le confinement, comme je vous l'expliquais, est venu exacerber un isolement qui était déjà très, très fort avant le confinement obligatoire sur notre territoire. Et cet isolement-là, en fait, il s'est matérialisé. Nous, chez WIEL, en tout cas, et je pense que c'est valable pour l'ensemble des structures d'aide à domicile, on l'a pris de plein fouet et ça n'a pas été facile à gérer au quotidien, en tout cas. Mais on en a appris, on en est sorti grandi parce qu'on a appris énormément de choses. Mais en tout cas, ça a été difficile à mettre en œuvre. Les injonctions ont été difficiles à mettre en œuvre au quotidien. Donc, ce qu'on a observé en lien avec ce confinement et la manière dont ça a été exacerbé, c'est qu'on a dû en fait réduire les relations sociales en termes de visites à domicile. Donc, en termes de visites à domicile, c'est aussi les visites de professionnels. Donc, on a bien la famille qui a reçu aussi l'injonction de ne plus visiter ses proches de manière à éviter la propagation du virus, et c'était légitime. Les amis, les voisins, mais aussi les soignants. Et c'est là le facteur inédit, c'est que les soignants aussi, on leur a demandé en fait de réduire leur temps de visite aux personnes malades. Et ça a été aussi notre cas. C'est-à-dire qu'on nous a demandé en fait de prioriser les personnes en grande dépendance pour assurer encore les passages à leur domicile. Mais encore une fois, ces injonctions, elles peuvent être mises en question. Si vous parlez aux responsables de secteur, que ce soit chez WIELP ou ailleurs,
ces décisions-là, en fait, elles ont été très restrictives. C'est-à-dire que se fier uniquement à la comorbidité, à la maladie ou à ce genre de choses n'est pas suffisant pour prendre la décision en fait d'arrêter les prestations chez une personne âgée. On ne peut pas prendre que ça en compte pour prendre la décision en fait de mettre un terme à l'accompagnement. C'est pas parce qu'une personne est encore capable de se faire à manger qu'elle va se faire à manger. L'état psychique, l'état cognitif, l'état dépressif sont aussi à prendre en compte pour prendre la décision effectivement de suspendre les prestations à domicile. On ne peut pas juste se fier à des données épidémiologiques ou des données d'ordre médical en tout cas. Donc les injonctions, on ne pouvait pas les prendre au pied de la lettre parce que c'était très sérieusement déraisonnable en tout cas. Et on aurait pu mettre en difficulté plusieurs personnes âgées. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est que ça a réduit en fait les temps de passage, ça a réduit le nombre de passages hebdomadaires aussi, donc c'est les points de contact de sociabilité, alors même que ces personnes-là en avaient déjà très très peu. Donc là, avec ces injonctions-là, on a réduit encore d'autant plus ces points de contact de sociabilité. Et par ailleurs, de manière très naturelle, au-delà en fait des injonctions, il y a eu aussi des absences du fait de l'exercice du droit de retrait des salariés ou d'arrêt de travail pour garde d'enfants ou d'arrêt pour vulnérabilité de la part des salariés eux-mêmes. Donc, on a dû jongler un peu avec tout ça, tout en prenant en compte l'isolement ou encore l'isolement qui est un fait objectif puisqu'il se mesure par les points de contact, mais aussi la solitude qui est une donnée qui n'est pas à oublier, qui est à prendre en considération, qui, elle, est subjective, mais pour autant prend en compte en fait l'état psychique de la personne qu'on a en face de nous. Donc, pour nous, en tout cas chez WeHelp, il nous a fallu mesurer tant les données objectives en termes d'isolement que les données d'état psychique de la personne, qu'elle soit en perte d'autonomie importante ou non. Donc, en conséquence, ce que je veux dire par là, c'est que la priorisation, finalement, elle ne répond pas toujours aux aspects sociaux d'une personne et qu'il faut considérer les gens dans leur aspect global et pas seulement en cloisonnant le biopsycho ou le socio. Donc, si pas de questions, je continue. Je peux y aller, Enzo? Oui, pardon, je n'avais pas le micro. Oui, c'est tout bon. On n'a pas de questions en particulier, à part un message très sympathique encore de Sandrine pour les professionnels de l'aide à domicile, assez encourageant du coup. Je n'ai pas de questions en particulier. Ok, je continue. Donc, les conséquences, on va évoquer les conséquences puisque finalement, une décision de ce type a des conséquences aussi médicales, pas uniquement d'ordre psychologique ou psychique, mais elle a aussi véritablement des conséquences médicales qui sont la désadaptation motrice. Et par ailleurs, et ça aussi vous avez dû le constater, les conséquences, les conseils départementaux l'ont vu, puisqu'il y a eu une augmentation des demandes d'aggravation. Et on l'observe encore aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en gros, le confinement, ce qu'il a induit, en tout cas ce qu'il a entraîné, c'est une réduction du périmètre de mobilité pour tous, pas uniquement pour les personnes âgées, vraiment pour tous. Donc, il a vraiment réduit notre périmètre de mobilité avec une réduction des sorties autorisées en plus. Et ça, selon le lieu d'habitation ou selon la superficie du logement, on ne l'a pas tous vécu de la même manière, on n'a pas pu tous avoir les mêmes mouvements. Donc, de fait, il y a une réduction de l'activité physique quotidienne. Les conséquences, c'est que quand on a plus ou moins notre âge, tout va bien. On va pouvoir se débrouiller, prendre des poids, prendre une corde à sauter et faire de l'activité physique parce qu'on en a pleinement conscience. Pour autant, selon en fait nos situations de santé et d'âge, il va y avoir une perte de masse musculaire, une perte de force musculaire. Et par semaine, une personne âgée va perdre entre 10 et 15% de sa force musculaire si elle est immobilisée. Et si elle est alitée, c'est entre 30 et 45% en 3 semaines d'alitement. Ce qui est considérable lorsqu'on est une personne âgée, puisqu'en termes d'impact, ça va être relativement fort, puisque cette force musculaire leur sert principalement à assurer leur transfert. Donc là, je parle vraiment des personnes âgées en perte d'autonomie. Cette force musculaire leur sert à assurer leur transfert, donc à passer d'une position à une autre, à assurer certaines tâches domestiques quotidiennes et à assurer l'ensemble de leurs déplacements intérieurs. Et le confinement est venu en fait aggraver cette situation ou en tout cas mettre en péril la force musculaire restante chez ces personnes en perte d'autonomie. D'où le fait que je vous évoque en fait ces aggravations et le fait que les départements et aussi pour certains, pas tous,
mais pour certains, faciliter les demandes d'aggravation selon les départements, puisqu'ils ont pleinement conscience en fait de cette situation-là. Et que le confinement et donc que la sédentarité est venue accroître finalement la perte d'autonomie. Tout ça pour revenir à ce que je vous disais au départ, qui était effectivement prendre la décision de maintenir le confinement de ces personnes-là au-delà du 11 mai n'était pas sans conséquence. Donc cet immobilisme, comme je vous le disais, favorise l'accélération de la dépendance, notamment par la désadaptation psychomotrice, qu'on appelle le SDPM. Donc la désadaptation psychomotrice, tous les facteurs étaient réunis. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que pour cette désadaptation, en fait, il nous faut 3 facteurs. Les 3 facteurs, c'est en 1, le vieillissement. En 2, les maladies chroniques, donc atteintes dégénératives ou vasculaires. Et en 3, un facteur aigu. Et le facteur aigu, eh ben, là, en l'occurrence, c'est le confinement. Ça peut être d'autres choses, puisque le SDPM, en fait, on peut l'observer en dehors du confinement. Ça peut être une chute, ça peut être le décès d'un conjoint, ça peut être énormément de choses. Mais là, pour le coup, ça concernait tout le monde en même temps, en tout cas toutes les personnes aux pertes d'autonomie en même moment, donc une grande partie de personnes d'ailleurs, puisque le facteur aigu, c'était vraiment le confinement, puisqu'il induit un manque de sollicitation sociale, un manque d'activité physique, et puis on ne peut pas le négliger, puisque ça a été traumatisant pour bon nombre de Français en dépit de leur âge, un traumatisme dans la manière dont on a vécu cette situation, et dont on la vit encore aujourd'hui, puisque encore dans beaucoup de villes, on n'est pas encore complètement déconfiné. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le SDPM est considéré, et était considéré avant le déconfinement, comme une urgence gériatrique, pouvant dégénérer en syndrome de glissement, en grabbatisation, jusqu'au décès de la personne concernée. Donc, on est bien heureux que les personnes ne soient plus confinées. Et par ailleurs, si je peux me permettre, voire même au contraire, c'était les personnes qu'il fallait déconfiner en premier lieu finalement. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, enfin en tout cas ce qu'on peut en tirer comme leçon, c'est que… Excuse-moi, une question, pardon, je peux te couper, je suis en train de répondre aussi à une personne qui n'arrivait pas à se connecter. Sandrine, du coup, demande l'arrêt des interventions des kinés à domicile, en tout cas pendant un temps, n'a-t-il pas accentué cette problématique chez les personnes âgées qui bénéficiaient de soins de kiné? Si, bien évidemment que si. Évidemment que si, mais encore une fois, comme je le disais au départ, cette décision, elle a été prise sur les données épidémiologiques, pas sur tout le reste. Donc, et encore une fois, moi, dans mes propos, je n'incrimine personne, encore moins notre gouvernement qui probablement a fait comme il a pu. Puis après, il y a d'autres instances qui les auditionnent. Donc, du coup, chacun répondra à des décisions qu'il a prises et ce n'est pas mon rôle. Mais évidemment, pour répondre à Sandrine, oui, ça a participé en tout cas à une aggravation de la perte d'autonomie, c'est évident. Mais ça répondait à des données épidémiologiques et au comité scientifique qui avait pour principal objectif de réduire la propagation, de réduire au maximum la propagation du virus. Donc, voilà, bonne ou mauvaise décision, en tout cas, dans ses conséquences, elle a eu des impacts. C'est indéniable. Et je pense que les responsables de secteur qui sont actuellement, en tout cas chez WeHelp, sont actuellement en campagne de revisite, entre guillemets, ou même de visite, puisqu'on a pris des cas en urgence pour lesquels on n'avait pas le droit de faire de visite. Elle l'observe. Elle l'observe parce que, je le dis pour WeHelp, parce que je travaille chez WeHelp et que je le vois et que je vois les questions que me posent les responsables de secteur, mais oui, on fait des demandes d'aggravation. On fait des demandes d'aggravation parce qu'effectivement, certains personnels n'ont pas pu se rendre à domicile, non pas parce que d'ailleurs ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils n'étaient pas équipés pour. C'est-à-dire que tout le monde le sait, les EPI ont manqué. Un kiné qui va prendre les transports en commun ou qui a une vie sociale encore à l'extérieur, qui va faire ses courses dans les magasins, je peux comprendre qu'effectivement, il ait suspendu ses visites à domicile. S'il n'est pas équipé de masque, ça aurait été négligent de sa part. Donc, c'est comme une brindille qu'on allume à chaque bout. Hein. Le premier bout qui brûle, on lâche la brindille, quoi. Et du coup, ça a posé, en tout cas nous, en ce qui nous concerne par rapport au secteur de l'aide à domicile, oui, ça a posé de sérieux problèmes. Et la surmortalité concernant les personnes âgées, on la voit, elle ne concerne pas que le Covid-19, pas que ça. Enfin,
le Covid-19 tue, mais l'isolement tue aussi. Et il tuait avant la pandémie. Donc, d'un côté, tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait des points très, très positifs, il y en a un, malheureusement, qui est qu'on parle plus facilement de l'isolement aujourd'hui, alors même que l'isolement, on l'avait déjà vu. On avait déjà eu un électrochoc lors de la canicule 2003. Enfin, personne ne peut le nier. La canicule 2003, on a quand même trouvé pas mal d'indigents après plusieurs semaines dans leur domicile. Ça prouve bien qu'on a une réelle problématique qui date de plusieurs décennies et encore aujourd'hui, la pandémie l'a mis en exergue. Et on a un travail, on a un gros travail à faire là-dessus. En tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, la question, elle n'était pas que éthique. Volontairement, dans le titre, on parle de libertés individuelles ou de responsabilité individuelle, peu importe. Mais la question, elle n'était pas éthique, elle était aussi d'ordre médical, quoi. Donc, et il fallait la prendre en compte aussi pour essayer d'aggraver, en tout cas, de minimiser l'aggravation de la situation des personnes âgées. Et en termes d'expérience, je pense que tout le monde peut revenir sur son expérience qui a été le confinement, qui en réalité était une mise à l'isolement aussi. Et on peut revenir dessus en s'interrogeant nous-mêmes sur la façon dont on l'a vécu. Moi, j'ai entendu plusieurs personnes, dont mes proches, me dire « mais heureusement que ça s'est arrêté, j'étais pas loin de péter les plombs ». Voilà, qui ne l'a pas dit, ça a été éprouvant pour tout le monde. Pour autant, pour beaucoup, en tout cas beaucoup de personnes âgées en perte d'autonomie, ben c'est leur quotidien. Et pour les 68% dont je parlais tout à l'heure, qui ne bénéficient pas, en tout cas, des aspects numériques permettant en fait de recréer du lien social ou en tout cas de maintenir du lien social, pour celle-ci, la question se pose encore plus.